Bonjour à toutes et à tous. Bonjour pour cette reprise de colloques et de conférences en format un peu particulier, en format hybride maintenant qu'on a appris plein de nouveaux mots depuis 1 an et demi. D'abord, merci à toutes les personnes qu'on ne voit pas et qui sont connectées, mais surtout et aussi merci à celles et ceux qui sont dans cet amphi magistral du CNAM qui nous accueille aujourd'hui pour la première reprise des conférences-débats en présentiel, distanciel, mais du coup avec des humains et des humaines en vrai. Et franchement, merci à toutes et à tous, puisque pour une fois, on n'est pas devant un écran, mais aussi devant un écran et devant des gens. Donc voilà, merci beaucoup. Merci également au CNAM et à Inès Guérouche pour l'organisation de cet événement. Merci forcément à Serge Bersel qui nous a permis d'organiser cet événement au CNAM, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est vraiment grâce au CNAM qu'on peut faire cette conférence débat ce soir. Merci aux équipes de l'INJEP aussi pour l'ensemble de l'organisation de cet événement, autant que possible avec les conditions du direct, du live et du streaming ensuite. Alors, l'idée, c'est que à chaque numéro de la revue Agora Débat Jeunesse, on donne lieu à un moment, un temps d'échange après un dossier thématique proposé par l'INJEP. Alors l'INJEP, c'est bien l'Observatoire de la jeunesse, des politiques de jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, mais aussi du sport, et qui est un observatoire qui a pour objectif de produire de la connaissance, de diffuser la connaissance, mais aussi de la mettre en discussion en permettant le partage d'expertise avec les professionnels des champs dont on va pouvoir parler, ou les professionnels qui travaillent sur des thématiques qui sont approchantes, les thématiques que nous, on va pouvoir travailler. Ce soir, on va parler des besoins éducatifs particuliers à travers le numéro 87 de la revue Agora Débat Jeunesse qui est sorti il y a juste quelques mois, au début du mois de mars 2021. Et cette revue Agora Débat Jeunesse, elle s'articule à chaque fois autour de 3 numéros qui sortent tous les ans, des numéros thématiques essentiellement, et puis quelques numéros variés dans lesquels on va retrouver des articles sur les questions de jeunesse et de politique de jeunesse, sur les questions d'éducation populaire, et qui vont finalement venir participer à mieux connaître la jeunesse et les politiques de jeunesse à travers les travaux des sciences sociales, à travers les travaux des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales, en sciences politiques, en histoire, en sociologie, en sciences de l'éducation, en géographie, enfin voilà, forcément en démographie. Je vais oublier des disciplines, donc mes collègues me taperont sur les doigts ensuite. Mais voilà, avec cette idée vraiment d'avoir une revue de référence, une revue de recherche qui est accessible en ligne via un portail qui s'appelle Kern, mais aussi qui est accessible en version papier. Et qui, au moment des conférences débats comme ce soir, a pour objectif aussi d'être accessible en discussion. Et vraiment, l'objectif, c'est de prendre en considération combien un dossier thématique d'une revue ne fait pas l'état de la connaissance sur toute la thématique, mais propose, et on le verra avec la coordinatrice et le coordinateur du dossier, propose des axes de lecture, propose aussi une problématique autour de cette thématique, mais pour autant ne parviendra jamais, et aucune revue ne peut le faire, autour d'un seul dossier, d'avoir fait le tour. Et c'est bien là l'objectif aussi de ces conférences-débats, que de venir un peu stimuler la réflexion à travers des regards croisés, des échanges d'expertise, des échanges disciplinaires, mais aussi de donner accès aux étudiantes, aux étudiants, de donner accès aux professionnels qui travaillent auprès des jeunes ou qui travaillent en politique de jeunesse, mais aussi de travailler sur ces questions-là sans se considérer comme professionnels de jeunesse éventuellement, et d'avoir des lieux d'échange et de pouvoir vraiment interpeller. Donc comme dans conférence débat, il y a conférence et il y a débat, on va l'articuler en 2 temps, notamment pour les gens dans la salle, mais aussi pour tout le monde en ligne, à savoir que on va d'abord avoir la présentation de ce dossier par la coordinatrice et le coordinateur, donc par Maïtena Armagnac et par Serge Bersel, que je présenterai juste ensuite. Et puis après, une discussion par Daniel Frangi, que je présenterai également. Hélène Buisson-Fenet n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons personnelles et nous lui adressons nos plus grands sentiments et notre plus grande amitié. Et puis ensuite, comme dans conférence débat, il y a débat. La parole sera à vous dans la salle, à vous sur le fil chat de votre page de connexion.
avec l'objectif que je vais me retrouver à modérer vos questions et à me faire porte-parole de vos questions. Alors, pas dans la salle, mais en ligne. Et donc, j'essaierai de rassembler aussi vos questions de manière à ce qu'elles soient, permettre un temps le plus interactif possible, avec, malgré tout, votre compréhension de, du sport qu'il va mettre, que je vais devoir faire ce soir. Donc, dans cette idée-là, la conférence débat dans ce format-là, elle va donner la parole d'abord à Maïtena Armagnac, qui est sociologue et qui est professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Maïtena est spécialiste des questions de scolarisation et de migration, mais aussi des inégalités et des processus discriminatoires. Et elle a coordonné ce dossier avec Serge Ebersold, qui nous accueille aussi, qui est professeur ici au CNAM, membre du laboratoire LISE, et qui est titulaire de la chaire d'accessibilité ici même au CNAM. Ses recherches portent à la fois sur l'éducation inclusive et sur les questions de handicap. Et puis, Maïtena et Serge verront leur dossier questionné, discuté, interpellé, par Daniel Frangi, qui est sociologue, maître de conférences HDR à l'université Claude Bernard de Lyon 1 et membre du laboratoire Triangle. Daniel Frangi est spécialiste de la question scolaire et des politiques éducatives, mais aussi des inégalités. Et donc, c'est à travers leurs 3 lectures de ce dossier, de son origine, de son objectif, jusqu'à sa réussite et sa publication en version papier, qu'on va, dans un premier temps, laisser les choses se faire. Maïtena, Serge, c'est à vous. Merci Yael. Alors on va un peu inverser la chose dans la mesure où alors avant d'aller un peu plus loin, je crois que Maïtena et moi-même souhaitons remercier l'ensemble des personnes physiquement et virtuellement présentes, mais aussi les différents auteurs qui ont contribué à ce numéro et qui ont, grâce à leurs travaux et aussi à leur gentillesse par rapport à nos remarques, nos questions, nos commentaires, accepté d'aller jusqu'au bout pour que ce numéro nous permette d'avoir quelques pistes de réflexion, moins sur les besoins éducatifs particuliers que sur la fabrique du besoin éducatif particulier. Et c'est bien ça qui nous avait intéressé, Maïtena et moi-même. Donc moi je vais présenter un petit peu pourquoi on a fait ce numéro, et puis Maïtena après va prendre le relais sur comment ce numéro s'est articulé. Alors pourquoi avoir voulu travailler sur cette fabrique de l'accessibilité, du besoin éducatif particulier, mais il y a justement, ce lapsus n'est pas anodin, c'est-à-dire que cette notion de besoin éducatif particulier s'est imposée dans les discours politiques à compter du début des années 80, de manière variable selon les pays, mais avec, donc dans un contexte historique particulier, et ce contexte historique particulier est intimement lié à l'injonction faite au système scolaire d'être simultanément performant et équitable. Et c'est pour ça que cette notion de fabrique nous paraissait intéressante, parce qu'elle nous conduisait d'une certaine manière à corréler cette notion aux mutations du système scolaire. Et on avait une hypothèse extrêmement forte que ce qui se joue derrière cette notion de besoin éducatif particulier est ce que j'appelle l'avènement d'une école post-disciplinaire, c'est-à-dire d'une école qui se veut inclusive, donc soucieuse de la réussite de tout un chacun. Et ce qui revient à dire que, et c'est un autre élément qui nous paraissait important, que la notion de besoin éducatif particulier n'a rien à voir avec le handicap. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nombre d'auteurs se sont appuyés sur les travaux relatifs à l'éducation spéciale et spécialisée, etc., pour s'approprier des grilles de lecture, des difficultés sociales, des difficultés scolaires, pour penser les mutations
du système scolaire. Et ça, c'est un des premiers éléments qui nous paraissait important. L'autre élément qui nous paraissait important et qui nous a conduit à retenir le terme de fabrique, c'est que les approches du besoin éducatif particulier varient singulièrement selon les pays. Certains pays ont une conception universaliste du besoin éducatif particulier, et lorsqu'on regarde les profils des élèves à besoins éducatifs particuliers, on y retrouve les primo-arrivants, on peut trouver les élèves à haut potentiel, on trouve les élèves venant de milieux défavorisés, bref, quasiment est à besoins éducatifs particuliers tout élève nécessitant d'une manière ou d'une autre d'être soutenu. Et c'est la définition qu'a retenue l'UNESCO pour qualifier le besoin éducatif particulier. Et même s'il n'existe pas de définition formelle du besoin éducatif particulier, celle que donnent les pays, est à besoin éducatif particulier celui qui nécessite d'être aidé. Donc il y a une vision extensive, alors que dans d'autres pays, il y a une vision plus restrictive, et où les élèves à besoins éducatifs particuliers se singularisent prioritairement ou majoritairement par une déficience. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces disparités renvoient au rôle et aux missions des établissements scolaires. C'est-à-dire que les pays qui associent les établissements scolaires à des communautés éducatives, comme les pays scandinaves par exemple, ou le Royaume-Uni, sont des pays qui ont une conception plus universaliste du besoin éducatif particulier, alors que les pays qui tendent à résumer l'établissement scolaire à son rôle d'instructeur ont une vision plus médicalisée, plus essentialiste. Et c'est à ce titre-là que la notion de fabrique du besoin éducatif nous paraissait intéressante, parce que ça nous conduisait à nous interroger sur les référentiels normatifs à l'œuvre, non seulement d'un point de vue juridique, non seulement d'un point de vue de catégorisation traditionnelle, etc., mais les référentiels normatifs qui traversent le fonctionnement des établissements scolaires et qui conduisent, comme j'ai pu l'observer, à ce que certains établissements scolaires aient une proportion d'élèves à besoins éducatifs particuliers relativement importante, alors que d'autres ont une proportion bien moindre, comme si l'approche du besoin éducatif particulier et l'identification de l'élève à besoin éducatif particulier était largement conditionnée par ce que l'on a appelé l'orchestration de l'accessibilité, c'est-à-dire la manière dont effectivement les établissements scolaires légitimaient la question de l'accessibilité pour penser cette injonction à conjuguer performance et équité. Donc, fabrique parce qu'il y a un travail de catégorisation qui se joue à travers de la mise en scène de la vie quotidienne au sein des établissements scolaires. Il y a vraiment un travail normatif qui se joue. On s'est aussi intéressé à, si vous voulez, à la notion de fabrique, parce que ce qui nous a frappé, c'est que cette notion de besoin éducatif particulier qui s'est imposée pour s'opposer à toute catégorisation, etc., a contribué à une explosion du nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers dans la plupart des pays. Et c'est à ce titre-là, si vous voulez, qu'il nous est apparu que plutôt que de réduire les logiques de stigmatisation, les logiques catégorielles, la notion de besoin éducatif particulier a peut-être servi d'appel à d'autres formes de catégorisation qui a contribué à une augmentation du nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et c'est d'autant plus remarquable que l'augmentation du nombre d'élèves à besoins éducatifs particuliers ne s'est pas toujours accompagnée d'une réduction
du nombre d'élèves scolarisés en milieu spécialisé. Si on prend le cas en France, on a une augmentation assez singulière d'élèves avec PPS qui sont scolarisés en milieu ordinaire, alors que le taux de personnes admises en milieu spécialisé a baissé, si mes souvenirs sont exacts, de 7 à 8%, ce qui est bien moindre. Donc ce qui revient à dire que réfléchir à la manière dont on fabrique le besoin éducatif particulier, c'est aussi s'interroger sur les nouvelles grilles de lecture de la difficulté scolaire, autour desquelles se sont construites ces logiques de catégorisation. Donc la notion de fabrique nous paraissait centrale, par-delà la notion, etc. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on s'est attaché à déconstruire cette notion de besoin éducatif particulier pour la comprendre et la mettre en perspective au regard d'un certain nombre d'enjeux dont on peut se saisir aussi bien en tant que chercheur, nous semble-t-il, qu'en tant que professionnel ou encore en tant que famille concernée par le système éducatif. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans mon propos et je passe la parole à Maïtena. Merci Serge. Du coup, moi j'ai pour rôle de vous présenter succinctement les contributions qui ont composé ce dossier. Ces contributions ont été retenues parce qu'elles permettaient justement d'appréhender ce flou dont Serge et moi parlons dans l'introduction de ce dossier et dont tu as rappelé un peu les contours. J'ajoute que ces contributions dans le dossier sont constitutives d'une réflexion plus structurelle que nous avons ensemble, que nous avons eue notamment à ton invitation, Serge. Donc je te remercie de ces réflexions toujours stimulantes qu'on a. Et donc ces différentes contributions, elles ont participé à cette réflexion qui est encore en cours et à laquelle Daniel va aussi contribuer. Alors de différentes façons, ces textes qui composent ce dossier, ils vont servir à être des explicitateurs de la notion de besoin éducatif particulier, en premier lieu en tant que problème social que nous avions envie d'interroger, notamment pour ne pas subir les effets qu'impose notamment l'institution qu'est l'éducation nationale. Alors dans ce contexte-là, il nous a semblé intéressant d'essayer de comprendre derrière cette fabrique ces systèmes de rapports sociaux, ce système de relations sociales, et ainsi de déconstruire les ensembles de relations qui instituent cette notion. Alors ces différents articles, ils illustrent, mais au-delà, ils ne font pas que ça, cette difficulté de qualifier de manière précise les populations désignées comme étant à besoin éducatif particulier, notamment précisément au regard de ce qui caractérise leurs besoins, au regard aussi de ce qui caractérise leur profil, ou encore au regard de leur spécificité ou de leur singularité par rapport aux figures traditionnelles de l'élève historiquement. La figure traditionnelle de l'élève inadapté, entre guillemets, c'était l'élève en situation de handicap ou l'élève inadapté scolairement. Dans ce contexte-là, on a pu observer qu'il existait un certain nombre de disparités entre ces différentes catégories d'élèves dits à besoins éducatifs particuliers. Et ces disparités, elles affectent notamment leurs conditions d'éligibilité au dispositif de soutien. Ces disparités, elles relèvent, entre autres, des procédures d'identification de ces besoins qui sont marquées, elles aussi, par un certain nombre d'hétérogénéités. Toutefois, elles ont en commun un certain nombre de dimensions que révèlent certaines de ces contributions, et notamment cette première dimension commune, c'est qu'elles structurent des formes régulièrement individualisées de solidarité et donc des formes individualisées de penser la solidarité. Alors dans cette perspective, la contribution de Marianne Wulffen va avoir pour fonction de restituer la genèse de la construction de cette catégorie d'action publique, ses soubassements et son inscription dans des politiques éducatives influencées par différents lieux et de différentes manières, mais qui ont pour effet de promouvoir l'efficacité des politiques éducatives. Dans ce contexte, on va demander à l'école de se rendre accessible
au plus grand nombre, mais en même temps, à l'école, de s'adapter à la singularité de chacun. Deux référentiels normatifs qui peuvent, en tant que tels, paraître en apparence opposés. Et dans un tel contexte, il revient alors à la logique de la personnalisation de l'enseignement, de prendre en considération, par exemple, à propos des parcours d'excellence dont parle la contribution de Renaud Cornan, Alice Pavy, Ariane Richard-Bossé, de mettre en évidence la création presque in abstracto d'un besoin éducatif qui va être adossé à l'orchestration d'une politique de promotion de l'excellence scolaire, et donc qui réfère à un cadre normatif déjà connu. La contribution de Sandrine Garcia et d'Anne-Claudine Holler révèle elle aussi une institutionnalisation indirecte d'un besoin éducatif de la part de l'école, notamment par le truchement de la valorisation de méthodes pédagogiques qui peuvent exposer les élèves à des difficultés scolaires et qui ensuite vont les qualifier comme relevant de la pathologie ou du trouble cognitif. Dans ce cadre, la fabrique du besoin éducatif est par ailleurs consubstantielle à l'avènement d'un cadre institutionnel qui est dédié à la prise en compte de la diversité scolaire et à la concrétisation du besoin éducatif comme un idéal normatif. Comme le suggère le texte de Diane Ruffin et de Jean-Paul Paillet, notamment, ce cadre institutionnel normatif a contribué à donner une consistance, à faire exister cette notion en tant que catégorie d'action publique à part entière. Diane Ruffin et Jean-Paul Paillet révèlent ainsi que le principe de la personnalisation, qui a pour effet de renforcer, dans leur article, les effets d'imposition, va avoir cet effet d'assignation au lieu de relativiser les catégorisations, ce qui était pourtant au départ, a priori, attendu d'une école, entre guillemets, inclusive, c'est-à-dire qui se présentait comme capable de s'adapter à chacun. Dans ce contexte, le besoin éducatif comme idéal normatif consiste en des dispositifs qui vont se proposer de soutenir des élèves dans leur réussite, notamment en développant leur potentiel d'apprentissage. Il consiste aussi à aider au niveau organisationnel les établissements et à rendre accessibles les environnements éducatifs à l'échelle donc des établissements. Ce cadre institutionnel va également se spécifier, comme le montrent d'autres contributions, notamment par l'émergence et par l'institutionnalisation de professionnels qui vont être spécialisés dans la gestion de la diversité scolaire et aussi par une reprofessionnalisation du métier enseignant. Ces deux dynamiques, institutionnalisation de professionnels spécialisés et reprofessionnalisation du métier enseignant, vont être tous deux accompagnés d'enjeux sociaux, mais aussi d'enjeux symboliques nouveaux. Dans ce contexte, les référentiels normatifs qui président aux grilles de lecture de la difficulté scolaire vont résulter de normes d'entendement qui sont induites par des régimes de justification que vont mobiliser les enseignants pour juger, évaluer la légitimité scolaire des élèves, notamment la légitimité scolaire à être aidée ou soutenue. Certains textes vont nous inviter, par exemple, à lier l'association du besoin éducatif à un besoin de service, au sens d'une prestation de service, et à l'effet invalidant que peut avoir, par exemple pour les enseignants, la présence d'élèves qui interrogent, notamment dans leur quotidien scolaire, leur routine professionnelle, sans qu'ils puissent dans le même temps identifier ou construire d'autres routines professionnelles. Et du coup, cette situation va produire un inconfort dans leur pratique, qui est ainsi induit par des politiques éducatives qui vont progressivement substituer, nous le disons dans notre introduction, la figure de l'enseignant ressource à la figure plus traditionnelle et plus historique de l'enseignant instructeur, dans un contexte où les enseignants ont souvent des difficultés à s'ajuster à cette reconfiguration qui est vécue, parfois certaines contributions l'expliquent, dans leur chair, de leur expérience professionnelle. Dans cette perspective, l'article de Serge Katz, de Florence Legendre, de Pierre-Yves Conan et de Frédéric Charles illustre la recomposition de la professionnalité enseignante engagée
par le besoin éducatif particulier comme nouvelle, ou comme en tout cas idéal normatif, tandis que l'article de Rachel Gasparini va en souligner l'activité autonormative qui accompagne notamment les coopérations professionnelles internes à l'établissement et les coopérations professionnelles externes, notamment avec les acteurs du secteur social et médico-social. Alors la réunion de ces articles dans un même numéro d'Agora Débat Jeunesse, nous semble-t-il, va permettre d'offrir un regard inédit sur la complexité, mais aussi sur la densité des questions éducatives du quotidien. Et il nous semblait important de poser ces questions éducatives du quotidien de façon sociologique, par-delà des seules considérations réglementaires ou même morales qui président souvent ce secteur d'intervention. Et il nous a semblé que ce dossier nous invitait à de telles interrogations. Merci beaucoup à tous les deux. Alors justement, et pour soutenir un peu ce que vous disiez, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment un dossier tel que celui-là qui porte sur la fabrique des besoins éducatifs particuliers a sa place dans une revue qui a l'habitude de traiter de la jeunesse, et pas d'une certaine jeunesse, et non pas non plus de l'éducation, qui n'est pas une revue et qui est une revue bien plus large, et qui du coup vient bousculer à la fois de par son approche la sociologie de la jeunesse, mais aussi de par la revue dans laquelle elle peut se construire, vient bouger des lignes et faire bouger des lignes, et puis provoquer aussi par les contributions qui y sont la littérature et la manière d'appréhender une partie des publics ou des professionnels dont le dossier en tout cas. Qui reste. Merci. Bon, la discussion, je vais essayer. D'abord, vraiment merci pour l'invitation et de m'avoir permis de bien lire ce dossier que j'ai trouvé très intéressant, parce que, et puis je suis tout à fait heureux de voir que finalement il y a beaucoup de sciences sociales, et notamment la plupart des auteurs sont sociologues ou proches de sociologues en tout cas, que la sociologie s'intéresse beaucoup à ces questions-là, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre d'articles d'analyse qui se développent ici, qui nous permettent un peu de sortir de ce que Michel Chauvière avait appelé la visée très finaliste ou téléologique des travaux sur le handicap, c'est-à-dire on inscrit ça dans un récit de progrès, c'est-à-dire forcément l'école s'ouvre à tous de plus en plus, on scolarise des enfants qui n'avaient pas forcément accès à l'école auparavant, et ça peut être lu dans une visée téléologique, c'est-à-dire un récit du progrès tel quel. C'est visiblement bien plus compliqué, et Serge Bersol l'a rappelé tout à l'heure, puisqu'on voit que derrière la notion de besoin spécifique, besoin d'enfants ou d'élèves à besoins particuliers, il y a un enjeu de transformation de l'institution scolaire qui s'engage en même temps. Et que, au plus on ouvre l'école, finalement, on réalise cette massification, cette scolarisation de la société, ce processus de la scolarisation, qui est un processus historique ancien. En même temps, cette scolarisation, elle se transforme, la notion même de scolarisation se transforme, et je trouve que ce dossier montre ça de manière très bien telle qu'elle. Alors, simplement... donc moi je suis pas du tout spécialiste du handicap. Serge Bersol disait tout à l'heure que la catégorie des besoins éducatifs particuliers n'avait rien à voir avec le handicap. Je travaille beaucoup plus sur les politiques de lutte contre les inégalités sociales, et c'est dans le cadre de ce travail que j'ai rencontré cette catégorie de besoins spécifiques. J'ai envie de dire presque paradoxalement, ou alors on pouvait dire paradoxalement il y a quelques années, et justement on peut moins le dire aujourd'hui, ce qui est en soi révélateur tel quel. Alors je vous rappelle simplement quelques petites anecdotes de lecture, que par exemple j'ai repris un ouvrage qui avait été dirigé par Éric Plaisance et Michel Chauvière en 2000. Dans les 2000, l'ouvrage s'appelait L'école face au handicap, éducation spéciale ou éducation intégrative. Et c'est un ouvrage collectif, donc publié en 2000. Et dans cet ouvrage, Éric Plaisance nous disait remarquer en quoi la notion de besoin éducatif particulier ou spécifique n'était quasiment pas utilisée en France. Donc en 2000, elle n'était quasiment pas utilisée en France. Donc les auteurs s'intéressaient à ce champ-là. Et cet ouvrage, qui est tout à fait intéressant de relire, il est pas très vieux, il a 20 ans, s'était donné pour objectif de renforcer la réflexion, je les cite, sur les difficultés du champ éducatif français. Et
Et il rappelle en quoi ces difficultés ne sont pas du tout liées au public concerné, à savoir tous ces enfants désignés comme inadaptés ou handicapés et dont le nombre irait croissant, mais il renvoie aussi à un manque de cohérence de l'action publique impulsée en ce domaine. Et donc il développe beaucoup cette question de manque de cohérence. Donc là, elle est elle-même liée à la pluralisation des interventions, le nombre de professionnels qui interviennent était déjà nombreux, à la multiplication des spécialistes, des divers registres de savoir sur les enfants ici mobilisés. Il y a des registres de savoir sur la difficulté scolaire qui sont pluriels et complexes. Et au final, finalement, la grande segmentation et le cloisonnement des instances éducatives. Donc l'introduction de l'ouvrage, les auteurs pointent ce problème-là. Et en même temps, ils nous disent... dans l'introduction de l'ouvrage, il dit en même temps, il y a certaines expériences assez significatives qui se réalisent ailleurs. Et il pointe évidemment les expériences, notamment anglaises, qui entretiennent un espoir, disait-il, d'une éducation inclusive, comme il la désigne, en empruntant ce terme d'origine anglaise, comme il le mentionne, tel quel, et qui pourrait aider, je les cite encore, à mieux désigner l'acceptation de la différence comme telle. Donc vous voyez qu'en 2000, on en était là, c'est-à-dire la notion n'était pas encore utilisée telle quelle. Alors 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, la catégorie a pris une ampleur considérable. En France, elle s'est beaucoup développée. Alors, il y a l'article de Marianne Woulven qui refait une généalogie un peu de la notion entre le débat anglais initial, mais est-il vraiment initial? Je vais y revenir, à la manière dont il s'est retraduit, dont il s'est reconfiguré en France dans les années 2000, en gros, et notamment, je pense à un rapport de l'inspection générale qui est tout à fait intéressant, qui date de 2010, qui a utilisé ce terme aussi, qui vient un peu d'Angleterre, de pays anglo-saxons. Et sous le terme de besoins spécifiques, on met une pluralité de difficultés scolaires tout à fait diverses. On permet d'intégrer beaucoup de situations scolaires qui, qu'auparavant, on ne pensait pas ensemble, si vous voulez. Alors, pour continuer sur mon anecdote, avant de tirer des chemins de discussion dans les articles du dossier, je rappelle quand même que dans l'ouvrage de 2000, il y avait aussi, donc entièrement consacré au thème du handicap, où on fait référence donc à cette nouvelle notion d'inclusion et de besoins spécifiques. Il y avait quand même un article rédigé par Patrick Bouveau sur les ZEP en France. Et c'était intéressant de voir un article sur les ZEP en France dans un ouvrage qui portait sur le handicap, puisque les ZEP, c'est quand même cette politique éducative qui était à lutter contre les inégalités sociales en matière d'éducation, qui est née dans les années 81 en France, plus ancienne en Angleterre, telle quelle. Et voilà, c'était déjà étonnant. Or, 10 ans plus tard, nous-mêmes, nous avons réalisé une étude comparative sur ces politiques d'éducation prioritaire, alors avec des collègues, avec Marc Demeuse, avec David Greger, qui est un collègue tchèque, et Jean-Yves Rochex. Et c'était à la fin des années 2000, 2008, 2009, par là, 2006, peut-être un peu plus tôt, on s'est rendu compte, quand on a voulu comparer ces politiques d'éducation prioritaire, a priori, on avait un peu les ZEP évidemment en tête, que dans les différents pays, cette notion même avait complètement bougé, avait complètement renvoyé à une toute autre réalité. Et notamment, il y a beaucoup de collègues, chercheurs, notamment des collègues tchèques, roumains ou anglais, qui mettaient justement des situations de scolarisation pour des enfants en situation de handicap, qu'ils intégraient dans cet espace de l'éducation prioritaire. Et on s'est rendu compte que la catégorie de besoins spécifiques, il y avait deux grandes catégories, en fait, deux métacatégories. Il y avait celle des besoins spécifiques et il y a celle aussi des groupes à risque. On parlait des groupes à risque, il faut cibler les groupes à risque dans l'éducation, était devenue une catégorie tout à fait généralisée et avec elle, si vous voulez, l'idée même de l'éducation prioritaire qui s'était complètement transformée au passage. Alors dans cette étude, on a rappelé comment l'éducation prioritaire, ces politiques de lutte contre les inégalités sociales en matière scolaire, justement, avaient beaucoup évolué. Il y a eu ce qu'on appelait 3 âges, 3 modèles de ces politiques. Le premier âge, c'est les politiques de compensation, qui visent à lutter contre les inégalités sociales. À partir des années 60 en Angleterre et 80 en France. Un second âge où on vise un peu plus à lutter contre l'exclusion, des phénomènes d'exclusion. On parle un peu plus des groupes à risque, justement, à ce moment-là. Et ce troisième âge, donc, on est confronté à une école qui prend des référentiels inclusifs et qui vise à, finalement, un peu plus... il y a une argumentation qui vise à montrer comment l'école devrait s'adapter à ce qui serait une diversité des publics, diversité des talents, des aspirations et des besoins tels quels. Et dans plusieurs pays, en France c'était déjà le cas, mais surtout, encore peut-être plus ailleurs, on voit que finalement, au lieu de voir une scolarité ordinaire et une politique
plus ou moins spécifiques et qui visent à continuer la démocratisation du système d'enseignement, il y a une multiplication de dispositifs particuliers qui ciblent des catégories d'élèves de plus en plus fragmentées, j'ai envie de dire, telles quelles. Or, la catégorie d'élèves à besoins spécifiques, j'espère que vous me suivez, que mon récit n'est pas trop achalandé, mais enfin trop compliqué dans ce registre-là, mais cette catégorie d'élèves à besoins spécifiques, ça devient une métacatégorie qui permet d'englober justement une diversité de publics et de situations pour lesquelles on construit des solutions de scolarisation plus ou moins spécifiques telles quelles. En termes de temps, je ne sais pas combien de temps j'ai, mais par rapport au dossier, évidemment, la notion de fabrique est très importante puisqu'elle est mise en avant, la fabrique du besoin éducatif particulier. J'ai envie de dire, quand on parle de fabrique, c'est vrai qu'on a une connotation en sciences sociales de suite un peu constructiviste. Hein. Mais en fait, ce qu'on voit ici, et c'est l'intérêt aussi, je crois, des articles, c'est que s'il y a une vision constructiviste, elle n'est pas relativiste, il me semble. Dans la plupart certains le disent d'ailleurs explicitement, je pense à Rachel Gasparini d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une construction institutionnelle, il y a une trajectoire de cette notion de besoin éducatif particulier, et Marianne Woolven le rappelle bien, avec des débats en Angleterre dans les années 60, le rapport Warnock dans les années 70, il me semble, puis des organismes internationaux qui finalement utilisent cette catégorie, l'OCDE, l'UNESCO, l'OCDE, et on voit comment cette catégorie se transforme sans arrêt. Mais c'est vrai que, alors j'ai envie de dire au départ, mais je ne devrais pas dire au départ, parce qu'il y a une telle transformation qu'on ne sait plus il y a le même terme, mais on ne sait plus si on parle exactement de la même chose. Dans le débat anglais, il y avait quand même un enjeu fort, pluriel et fort. L'idée, c'était de sortir des logiques de ségrégation des enfants handicapés aussi à l'école dans les années 60, en disant, bon, au lieu de s'en tenir à une politique d'intégration, où on demande à des enfants qui sont en situation de handicap d'intégrer une institution scolaire qu'on ne transforme pas, l'idée de dire, c'est qu'on va transformer l'institution scolaire en elle-même pour la rendre plus inclusive pour tous. Donc effectivement, c'est un enjeu de non-normalisation qui est là, de refus des filières de relégation qui est là. Et moi, je pense qu'on peut faire quand même crédit à cette notion-là, parce que ce que je retrouve dans ces débats anglais des années 60, c'est l'enjeu de la démocratisation du système d'enseignement en France aussi. C'est-à-dire, au lieu de catégoriser des publics dont on pense qu'ils auraient des déficits particuliers ou un handicap socioculturel particulier, on se rend compte que la production des inégalités scolaires, et c'est une coproduction, qu'elle est produite aussi par un système scolaire extrêmement sélectif, et au niveau de son fonctionnement, qui contribue à produire des inégalités. Donc la solution, on peut se dire, c'est d'arriver à construire, à transformer cette institution scolaire pour la rendre plus démocratisante pour tous. Donc moi je trouve que le débat initial dans les besoins spécifiques, pourquoi pas ? Il y a une vision un peu relationnelle qui est en jeu là-dedans. Sauf qu'après, avec le développement de la catégorie, on le voit avec les travaux de l'OCDE, où on a d'énormes nomenclatures des besoins éducatifs spécifiques, c'est les travaux du CERI, je crois avec Evans, qui avait travaillé sur ces questions-là. On voit des grandes nomenclatures et on se rend compte que c'est encore une catégorisation des publics qui est en jeu là-dedans, finalement qu'on ne sort pas du modèle individuel, déficitaire du handicap qui était là au départ, et contre lequel on voulait se battre. Bon, excusez-moi, je vais un petit peu vite, mais il y a quand même des fortes transformations là-dedans. Alors, dans les dossiers, on voit ces questions-là apparaître et on voit comment, finalement, c'est peut-être la notion même de scolarisation qui se transforme avec cette catégorie des besoins éducatifs particuliers, avec une école qui serait là, la nouvelle définition de la scolarisation serait une école qui viserait à s'adapter, donc à maximiser la diversité, ce que serait la diversité des talents, des aspirations, des besoins de chaque individu. Et non pas construire une culture commune, j'ai envie de dire, comme on pourrait imaginer. Bon, dans les dossiers, on voit ces choses-là apparaître, mais il y a quelques tensions. D'abord, par exemple, je rapprocherai bien l'analyse de Marianne Woolven, donc qui refait un peu une généalogie de cette catégorie, mais qui nous dit finalement, pour elle pense que dès le départ, c'était déjà une catégorie gestionnaire, catégorie des besoins spécifiques. Alors bon, elle est assez précise dans ses références dans les travaux anglais, mais je trouve ça un peu bizarre parce que moi j'ai l'impression que la catégorie a toujours été plurielle, elle a toujours été marquée. C'est une catégorie, il n'y a pas de sens précis, et il y a eu toujours des logiques très différentes dans la manière même dont on conçoit l'institution scolaire à partir de cette catégorie-là.
Et de l'autre côté, il y a le texte de Jean-Paul Paillet, de Diane Ruffin et Jean-Paul Paillet, c'est ça, qui, il me semble, qu'ils tiennent une argumentation un peu différente, parce qu'ils nous disent, j'ai l'impression que ces deux auteurs sont un peu plus intéressés par la singularité aussi. Ils prennent au sérieux finalement la personnalisation, en disant, finalement cette catégorie, il y avait peut-être un enjeu d'ouvrir la reconnaissance d'une singularité des individus. J'espère que je ne fais pas dire aux auteurs ce qu'ils ne pensent pas totalement, enfin je l'ai lu un peu comme ça, mais finalement ça n'a pas du tout été le cas et on est revenu sur une vision assez stigmatisante telle qu'elle. En tout cas chez Jean-Paul Paillet et Diane Ruffin, il y a vraiment l'idée de dire est-ce qu'on pourrait éventuellement sortir du stigmate, sortir des classifications très rigides que l'on voit se développer aujourd'hui avec la notion de besoin à élèves spécifiques. Bon, ils voient très bien que ce n'est pas le cas, mais ils reconnaissent quand même cette possibilité telle qu'elle. Sauf que serait cette école qui ne reposerait plus sur des catégorisations d'élèves, la question est posée à la fin de leur article. De même, un autre chemin de lecture, et après je m'arrêterai parce que je crois que je dépasse le temps, mais c'est celui en lien... alors, il y a un processus, une trajectoire de cette notion de besoin éducatif particulier qui se joue dans des sphères macro et jusqu'à la salle de classe. Et là, il y a au moins 2 articles dans le dossier qui montrent comment les enseignants sont aux prises aussi avec cette catégorie et redéfinissent eux-mêmes aussi la catégorie. Et là, pareil, peut-être éventuellement une petite tension entre les 2 textes qui sont ici dans le dossier, celui de... Serge Katz, Florence Legendre, Pierre-Yves Conan et Frédéric Charles, qui montrent comment finalement, le titre de l'article, c'est « Ce que font les besoins éducatifs particuliers aux professeurs des écoles », et montrer comment cette catégorie met en difficulté les enseignants, surtout quand il n'y a pas les moyens qui arrivent en plus, et finalement c'est une épreuve très forte pour les enseignants, sur les acteurs de première ligne, j'ai envie de dire, sur qui reposent ces injonctions un peu normatives, qui affectent, comme ils disent, la reconnaissance de leur professionnalité. C'est-à-dire, finalement, on grignote de plus en plus la professionnalité des acteurs, des enseignants, au nom de ces catégories-là. Bon, l'article est très bien documenté, tel quel. De l'autre côté, il y a l'article de Rachel Gasparini, qui montre beaucoup de choses, et qui montre, finalement, comment... La question qu'elle se pose, c'est, Rachel Gasparini, c'est de dire, mais comment ça se fait que les enseignants mobilisent autant cette catégorie? Ah oui, elle s'intéresse, excusez-moi, aux troubles du comportement. C'est une des catégories, les troubles du comportement. Et elle se demande comment... les enseignants mobilisent autant une telle catégorie alors qu'ils sont très critiques vis-à-vis de cette catégorie, parce qu'on sait très bien que parler des troubles du comportement, ça peut être très stigmatisant, ça peut être très essentialiste, etc. Et donc elle fait un certain nombre d'hypothèses, et une des hypothèses qui est la sienne, elle nous dit il y a 3 hypothèses, on pourrait imaginer 3 hypothèses. La première, c'est qu'on veut dire c'est un symptôme de la médicalisation du champ pédagogique et des difficultés scolaires. Et enfin, la médicalisation, vous savez que c'est très, très ancien, tel quel. Bon, voilà. Mais en même temps, on la voit dans les discours des enseignants, effectivement, de plus en plus de références à des catégories médicales et psychologisantes. La deuxième hypothèse, c'est le recours à cette expression permet aux enseignants de déléguer la prise en charge du sale boulot. C'est-à-dire, finalement, on ne sait pas quoi faire avec un certain nombre d'enfants, du coup, c'est d'autres intervenants qui vont me prendre en charge. Et c'est pour ça que le fait de me référer à cette catégorie en tant qu'enseignant, ça permet aussi de déléguer le sale boulot. Et la troisième hypothèse, donc, qui est celle que met en avant notre collègue, qui est tout à fait intéressante, elle nous dit finalement peut-être aussi que parler de troubles du comportement permet une certaine reconnaissance de la difficulté officielle rencontrée par les enseignants, qui leur donne l'occasion de s'appuyer sur d'autres regards et savoirs professionnels pour orienter leur action pédagogique. C'est-à-dire, finalement, les acteurs de première ligne sont aussi confrontés à ces injonctions, et c'est une manière aussi pour eux de s'appuyer sur cette catégorie pour demander de l'aide, si vous voulez. Alors, si on peut, je terminerai là-dessus, si on peut comparer ces deux articles-là aussi, si on peut les faire discuter ensemble, c'est que finalement, d'un côté, on voit qu'il y a une mise en difficulté des enseignants telle quelle, mais en même temps qui eux-mêmes, pour obtenir de l'aide, contribuent à produire la difficulté qu'ils vont rencontrer eux-mêmes par la suite d'une certaine manière. Voilà, il me semblait qu'il y avait un chemin de discussion là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a déjà Maïtena et Serge qui veulent réagir à certaines des petites propositions de discussion et tout ça. Donc, Serge, je te laisse tout de suite réagir sur la question. Oui, il y a beaucoup de matière à discussion, mais bon, on va revenir tout à l'heure sur ces tensions qui n'en sont peut-être pas forcément si on prend une autre perspective, mais plutôt sur le distinguo que nous faisons en France
et qui est en train de se généraliser dans notre pays entre les étudiants en situation de handicap et les élèves les élèves en situation de handicap et les élèves à besoins éducatifs particuliers. Parce que c'est un truc qui est hyper bizarre, parce qu'il y a un mouvement qui consiste à dire tout élève est à besoin éducatif particulier, parce que tout élève peut au cours de sa carrière nécessiter d'être soutenu, et qui consiste à dire il n'est pas nécessaire de présenter une déficience pour être à besoin éducatif particulier, et une personne peut très bien présenter un besoin, avoir une déficience sans avoir de besoin éducatif particulier. Et là, on fait ce distinguo entre élèves à besoin éducatif particulier et élèves en situation de handicap. Et on mesure là le lien qui existe, me semble-t-il, entre cette notion de besoin éducatif particulier et le cadre institutionnel qui le porte. Parce que la difficulté qui se présente en France à mobiliser la notion d'élève à besoins éducatifs particuliers, elle est largement liée, me semble-t-il, au poids qu'a le secteur social et médico-social à propos de la question de la déficience. Il ne faut pas oublier que nombre de pays ont corrélé le développement de politiques inclusives avec une localisation du spécialisé au sein du ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que dans la plupart des pays, jusqu'au milieu des années 90, début des années 2000, le spécialisé relevait du secteur social, médico-social. Et le développement des politiques inclusives a, rapatriant la question du spécialisé dans le champ éducatif à proprement parler, a contribué à fondre en une même catégorie l'ensemble des élèves, et je pense particulièrement à des pays comme la Norvège, je pense aussi à un pays comme l'Italie, où, bien qu'ils aient des établissements spécialisés, mais vu qu'ils sont privés, ils ne les comptent pas, et des pays comme le Portugal. L'autre chose qui me paraît extrêmement intéressante à souligner par rapport à cette différence, c'est que on mesure aussi les résistances du système scolaire. Parce que je me suis amusé à faire une analyse des circulaires parues entre 1982 et 2011. Et ce qui est marquant, c'est que c'est la loi de 89 qui est structurante. C'est pas la loi de 2005, c'est la loi de 89, donc la loi Jospin. Et ce qui est extrêmement intéressant d'observer, c'est que au fur et à partir de 89, la notion de besoin éducatif particulier, elle s'accompagne d'une prégnance, dans les circulaires, d'une prégnance moindre des questions pédagogiques et didactiques. Comme si la notion de personnalisation, qui suggérerait a priori, ou la notion de différenciation, qui suggérerait une prégnance plus forte des questions pédagogiques et didactiques, dans les circulaires, elles sont moins présentes au profit de questions stratégiques, etc. Et c'est là que, me semble-t-il, qu'il y a des enjeux de résistance qui se jouent, puisque ça revient clairement à corréler cette notion de besoin éducatif particulier avec la redéfinition et du rôle de l'élève, au regard de l'homme autonome dont parle Lahire, et du rôle de l'enseignant, à qui l'on se demande de se distancier de la figure de l'instructeur au profit de celui de l'enseignant aux ressources. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que les enjeux ne sont absolument pas les mêmes. C'est-à-dire que lorsque les circulaires françaises parlent des élèves à besoins éducatifs particuliers du fait de problèmes sociaux ou autres, l'enjeu n'est absolument pas pédagogique, l'enjeu est social. C'est-à-dire c'est la socialisation de l'élève dont il est question. Alors que pour les élèves ayant un PPS, pour le dire simplement, les circulaires renvoient plus particulièrement à des dimensions pédagogiques.
C'est-à-dire, alors même qu'on dit que l'école est un lieu où vont se jouer l'acceptation des différences, la différence en tant que telle entre les élèves est au second plan par rapport aux questions pédagogiques. Et je crois que là, cette distinction entre élèves en situation de handicap et élèves à besoins éducatifs particuliers est liée au cadre institutionnel, et elle génère un ensemble de confusions qui sont dommageables à tout le monde, puisque, y compris le ministère, quand il parle d'école inclusive, il dit que c'est l'école, une école ciblant la réussite de tout élève, mais en même temps, tous les élèves, c'est quand même les handicapés, finalement, quoi. Hein, je veux dire, et quand on prend le groupe scientifique qu'il a mis en place, école inclusive, c'est numérique et handicap. Comme si la question de la diversité était absente. Et là, je pense qu'effectivement, réside une des sources des violences faites aux acteurs de l'école, aux élèves et aux familles. Et ce qui fait que, de mon point de vue, on est dans une situation assez voisine que celle décrite par Monique Vial au début du XXe siècle. Oui, peut-être, on va pas faire la discussion, mais c'est vrai que tu as tiré des ficelles extrêmement intéressantes, Daniel, merci beaucoup. Peut-être, pour revenir sur ces questions des tensions, c'est vrai que ce cadre institutionnel qui est porté et qui porte la notion de besoin éducatif particulier, il est lui-même aussi très largement en tension, ce qui explique aussi peut-être les tensions observables dans les différentes contributions du dossier. Il y a des tensions notamment entre les différents entrepreneurs de cause, par exemple au sein des agents de l'État, où on observe quand même des positions différentes des entrepreneurs d'État, notamment les cadres de l'éducation nationale ou des autres ministères associés à l'éducation de la jeunesse et de l'enfance, notamment la petite enfance, la santé ou la jeunesse et les sports, avec des entrepreneurs de cause qui sont parfois en concurrence, avec des positions historiques et politiques qui sont divergentes. Il y a aussi des conflictualités au sein des espaces associatifs qui sont elles-mêmes en recomposition. Et évidemment, il y a aussi l'opposition plus traditionnelle, mais pas toujours, qui se pose pas toujours là où on l'attend entre le système associatif et les appareils d'État, entre guillemets. Donc cette situation, elle produit des tensions qui fabrique aussi cette hétérogénéité en apparence, cette espèce de flou dont on a essayé aussi un petit peu de comprendre les contours. Et elle s'illustre effectivement dans la mouvance de certaines catégories. Là, par exemple, la catégorie des élèves qui sont aujourd'hui nommés comme allophones, des élèves primo-migrants, alors elle a changé de nom. Et puis, elle est présente pour certains pays dans des populations cibles comme étant à besoins éducatifs particuliers. Pas dans d'autres. En France, elle était, par exemple, cette population a été ciblée par la loi Peillon, mais elle l'est plus dans la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale actuel. Donc on voit qu'il y a comme ça aussi des mouvements qui s'organisent et qui peut-être relèvent aussi d'enjeux qui se posent sur des espaces différents. Il y a des enjeux qui sont sociaux, il y a des enjeux qui sont aussi économiques, transversaux, il y a des enjeux politiques, j'essaie d'en présenter quelques-uns, et puis il y a des enjeux moraux, et avec donc des questions de justice sociale qui se posent et qui vont faire des partitions et jouer des partitions relativement différentes. Je pense que l'hétérogénéité que tu as vue dans les contributions, elle s'explique aussi par un contexte qu'on n'a pas eu, qui est encore au travail, une réflexion qui est encore au travail et qu'il faudrait certainement compléter d'ailleurs par d'autres acteurs de l'éducation, pour revenir aussi à ce que tu disais, Yael, effectivement, l'éducation nationale, même si elle est hétérogène dans ses applications locales et organisationnelles, c'est un acteur largement d'orchestration et pas le seul acteur dans l'éducation. Alors, justement, je vais commencer. Je sais pas si ça marche aussi. Ouais. Je vais commencer par vous poser quelques questions qui ont été posées. Et là, je pense que tous les trois, peut-être, vous aurez des éléments de discussion ou en tout cas d'approche ou de. Alors, il y avait la question de combien, en fait, la fabrique des besoins éducatifs particuliers, elle montre dans ce que vous racontez, les rapports sociaux qui sont à l'œuvre, dans et par l'école. Mais finalement,
qu'est-ce que l'apport des travaux sur les besoins éducatifs particuliers et sur leur construction dit des rapports de classe sociale et des rapports de genre, par exemple. Voilà, il y a dans ce que vous avez raconté, on peut aussi se demander que peut-on dire de ce que fait cette catégorie au parcours des jeunes ou des enfants, parce qu'il y a un papier sur les parcours des parents, en fait, ce que cette catégorie elle fait au parcours des parents, même si on aimerait éventuellement en savoir plus. Il y avait une question qui recroisait un peu déjà ce qui a été dit, mais en quoi les travaux sur la question des handicaps et des populations en situation de handicap peuvent-ils éclairer celle des besoins éducatifs particuliers, et ou parfois au risque que les besoins éducatifs particuliers soient résumés, circonscrits et finalement clos le débat et enferment cette question-là. Je ne vais pas toutes les poser d'un coup, mais voilà. Et juste pour terminer avec la passerelle que proposait Maïtena, et donc on fait un petit jeu sans l'avoir préparé, je vous rassure. Mais combien cette catégorie des besoins éducatifs particuliers résonne ici et surtout en lien avec l'école éducation nationale. Pourtant, il y a l'école hors éducation nationale, si on pense notamment à l'enseignement agricole, mais aussi cette question des besoins éducatifs particuliers, de la fabrique et de la participation à cette fabrique. Elle va aussi passer par le périscolaire, par l'animation socioculturelle, par le travail des éducateurs, des éducatrices, quelle que soit leur institution de rattachement ou leur association de rattachement. Et elle va aussi, elle va être transversale, elle va bien largement dépasser, sans pour autant que ces acteurs, ces actrices de l'éducatif aient des moyens humains, financiers, de formation pour identifier ces besoins éducatifs particuliers, ni pour avoir été informés de mesures de mise en place de dispositifs au sein de l'éducation nationale qui seraient potentiellement à poursuivre, à continuer, ou éventuellement avec lesquels il faudrait rompre sur d'autres temps de la vie des enfants ou des adolescents dont on peut parler. Voilà pour quelques petites questions pour commencer la discussion. Et ensuite, je donnerai la parole éventuellement à vous dans la salle, parce qu'on en profite, on n'a pas que des écrans devant les yeux. N'hésitez pas. Je crois qu'il y a une dimension qui est importante, notamment par rapport à la notion de parcours, la question des rapports de genre et de classe. C'est-à-dire que le besoin éducatif particulier n'existe que de manière contextualisée. C'est-à-dire qu'en dehors de l'établissement scolaire, le besoin éducatif particulier n'existe pas. Et c'est ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on analyse, comme je me suis amusé à le faire, la transition juvénile, cette notion de besoin éducatif particulier restreinte à la sphère scolaire est une source de vulnérabilisation pour nombre de jeunes. Je prends par exemple un pays comme les États-Unis. La pauvreté des jeunes est largement liée au fait que des jeunes bénéficiant de soutien dans le cadre scolaire n'en bénéficient plus à l'extérieur de ce cadre scolaire, ou n'en bénéficient pas. Et ce qui fait que nombre de jeunes sont confrontés à la paupérisation, notamment du fait des difficultés d'accès à l'emploi. Mais on observe également une surreprésentation des jeunes à besoins éducatifs particuliers parmi la population carcérale. Et donc, ce qui veut bien dire que, en restreignant le besoin éducatif particulier à sa dimension proprement scolaire et à l'échelon de l'établissement, cette notion peut soutenir des dynamiques de vulnérabilisation, puisque se pose la question des rapports entre les organisations et les institutions finalement. C'est également vrai par rapport à la question du genre. Quand j'avais travaillé avec l'OCDE, on s'était rendu compte, et là il y a des données récentes de l'Agence européenne qui vont dans le même sens, 2 tiers parmi les élèves à besoins éducatifs particuliers, 2 tiers de garçons, 1 tiers de filles. Et il est frappant d'observer que c'est le cas dans la quasi-totalité des pays.
Et c'est là, et je pense qu'il y a vraiment un enjeu par rapport à la question du genre, à s'interroger sur les logiques de catégorisation à l'œuvre au sein des classes, au sein des établissements scolaires. Autour de quelle dynamique, effectivement, se joue non pas la médicalisation, parce que ne sont médicalisés dans la plupart des pays que ceux qui ont PPS, alors qu'il y a un tas de dispositifs qui existent sans que les élèves ne soient identifiés en tant que tels. Donc quelles sont les dynamiques de stigmatisation à l'œuvre qui conduisent à ce que les élèves soient à besoins éducatifs particuliers, sans pour autant que ce soit... Et là, la question du genre est extrêmement importante. Et en lien avec le genre, me semble-t-il, peuvent être interrogées les dimensions qui renvoient au renforcement du pouvoir normatif des établissements scolaires. C'est-à-dire que si on définit le besoin éducatif particulier au regard du contexte scolaire, de fait, le pouvoir normatif des établissements scolaires, des codes du théâtre scolaire, se trouve renforcé. Et c'est là que intervienne la question des troubles du comportement, puisqu'effectivement, l'établissement scolaire, parce qu'il y a l'établissement scolaire étant associé, pourquoi, je veux dire, associe-t-on le besoin éducatif particulier à l'établissement scolaire? C'est parce qu'on associe l'établissement scolaire à une entité culturelle, ayant ses propres valeurs, ayant ses propres normes. Et à partir du moment où l'on renforce cette vision culturelle ou culturaliste de l'organisation scolaire, on renforce le poids des propriétés comportementales. Et l'adage qui fait qu'un problème scolaire est avant tout un problème social se trouve renforcé. C'est-à-dire que tout comportement qui interroge l'organisation scolaire se trouve, ouvre la porte à ou est source d'importunité et ouvre la porte effectivement à ce que le besoin éducatif particulier puisse être un moyen et d'autant plus qu'il y a des ressources, puisse être un moyen de sous-traiter à d'autres la responsabilité éducative. J'avais fait un travail en Islande qui était fascinant. C'est-à-dire que, c'était après 2008, crise financière, baisse du budget du ministère de l'Éducation, mais un autiste, ça ramenait 6 heures d'enseignement. Et donc, nombre d'établissements scolaires ont fait un calcul assez simple. Si j'ai X enfants autistes dans mon établissement, je peux avoir X heures d'enseignement. Et donc le besoin éducatif particulier était vraiment le moyen de sous-traiter la responsabilité de la question de la diversité tout en ayant des moyens supplémentaires. Ouais, alors il y a un certain nombre de questions. C'est vrai que sans s'ancrer sur des travaux de recherche particuliers, spécifiques, c'est pas forcément facile de répondre précisément. Peut-être sur la question des rapports sociaux de classe, et puis quand même aussi sur la question des parents. Alors sur les rapports sociaux de classe, là il est important de considérer la question de l'expérience à l'école, en tout cas en âge d'être à l'école, différemment selon les âges considérés. Par exemple, les populations qu'étudie Rachel Gasparini, qui sont à l'école maternelle, construisent pas les mêmes socialisations, il n'y a pas les mêmes influences des socialisations familiales que quand on est à l'école élémentaire ou au collège. Et au collège, notamment chez les jeunes, il y a une construction de rapports sociaux aux institutions qui est assez spécifique et qui va notamment se faire par le truchement des corps intermédiaires et notamment des
des espaces de jeunesse. À ce titre-là, au-delà même des concurrences ou des complémentarités, d'ailleurs, qu'il peut y avoir entre les espaces sociaux qui existent par exemple dans les quartiers populaires, en tout cas dans certains quartiers populaires d'animation, de soutien, ou même des espaces auto-construits par les jeunes eux-mêmes et l'école, il y a une catégorie de jeunesse qui va aussi prendre un certain nombre de distances vis-à-vis de ces espaces de socialisation dont ils sentent aussi les oppositions. Et donc à ce titre-là, on peut être désigné comme entre guillemets déviant, par exemple par l'institution scolaire au titre d'une maladie, par exemple psychiatrique, et ne pas du tout être désigné comme un outsider dans, par exemple, le champ juvénile. Donc, il y a là des mécanismes d'appropriation de différentes sociabilités, notamment pour les jeunes, qui semblent, en fait, du point de vue des dominants, et du point de vue du regard des majoritaires, qui semblent concurrents, parce qu'en fait ils présentent des formes de sociabilité alternatives aux sociabilités scolaires, mais qui en fait pour les jeunes sont pas nécessairement en opposition. Il y a même peut-être parfois une complémentarité entre différentes sphères d'expérience et de vie. Dans ce contexte-là, finalement, aussi pour compléter ce que tu disais, Serge, finalement, l'institution scolaire, elle va avoir pour effet assez simple de renforcer les rôles sociaux traditionnels, notamment chez les enfants et chez les jeunes. Elle va avoir pour effet de renforcer des rites d'institution quotidiens parmi les jeunes et parmi les enfants, et elle va en produire aussi avec un effet d'accélération. Et donc en fait, il y a, alors on connaît la sociologie traditionnelle des jeunes de la classe ouvrière, ont montré un mouvement d'opposition à l'ordre scolaire, mais en fait il y a vraiment dans ces actes de désignation comme étant un besoin éducatif particulier ou comme étant dérangeant aux normes scolaires de la part de l'école, finalement au-delà d'une appropriation de ces rôles sociaux-là, il y a vraiment en fait la construction au quotidien de rôles sociaux qui sont typés, à la fois socialement, mais aussi ethniquement, racialement par exemple, et aussi en termes de genre. Donc on n'est pas uniquement dans une démarche d'altérisation, de réappropriation, d'opposition, de lutte contre le stigmate. Ça va très certainement bien au-delà de ça, et le champ de la recherche reste encore très, très lacunaire sur ce point-là. Donc il serait à approfondir. Après, sur la question de que fait la catégorie des besoins éducatifs particuliers au parcours des parents cette fois-ci, ou en tout cas, qu'est-ce qu'elle fait aux parents ? Voilà, je pense que les réponses sont assez différentes en fait en fonction des désignations qui sont posées. Dans le champ par exemple des enfants ou des jeunes qui sont désignés turbulents, il y a parfois la construction d'une stigmatisation familiale, notamment avec des structures d'aide à la parentalité, etc. qu'on connaît aussi, ça fait partie, la sociologie classique maintenant s'intéresse à ces questions-là, mais il y a aussi quelque part, et ça revient aussi à l'analyse que tu faisais du papier de Rachel Gasparini, il y a aussi quelque part une forme de soulagement, de délégation aussi de la part de la parentèle. Donc là, en fait, il faudrait vraiment reconstruire les fonctions en fait de la mise sous dispositif presque dans les parcours de chaque parentèle et de chaque famille. Je te laisse peut-être compléter, Daniel, si tu veux. On va peut-être laisser aussi la place pour les échanges, quoi. Il y a juste une question à laquelle peut-être Daniel tu pourrais réagir. Sur la question des territoires, il y a une question qui était posée sur les distinctions territoriales et la construction, la fabrique des besoins. Elles me disent que j'ai pas appuyé. J'avais appuyé. Sur la construction des besoins éducatifs particuliers, mais au regard des territoires en fait. Et est-ce que on parle des mêmes élèves, des mêmes jeunes selon les territoires qui rentreraient dans cette catégorie-là? Il faut que tu parles dans ton micro.
Oui, par contre, ce qui est certain, c'est que la catégorie permet de faire travailler ensemble, enfin, vise à faire travailler ensemble, en tout cas, des acteurs très différents, éducatifs, donc enseignants, travailleurs sociaux, animateurs, donc dans les collectivités ouvrières. Donc c'est une catégorie générique qui peut contribuer. Alors, soit certains diraient à coordonner un espace éducatif local, par exemple. Moi, je dirais aussi à faire du brouillage dans les frontières des institutions éducatives et scolaires, par exemple. Mais en tout cas, c'est une catégorie qui passe un peu partout, enfin, qui passe les frontières, il me semble. Et je crois que sa finalité, elle est un petit peu là. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y a une dimension véritablement territoriale, mais peut-être que j'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a des questions parmi les humaines et les humains qui sont dans la salle? Ok. Est-ce que là on m'entend mieux? Oui, parfait. Super. Donc la question par rapport à mes travaux de recherche, je remarque une influence européenne par rapport à la transformation des diplômes. Est-ce qu'on la voit également dans les besoins éducatifs particuliers ou dans l'application de certains dispositifs au niveau national? Vous avez rapidement évoqué l'Angleterre, également d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'on a une coordination au niveau européen qui va se faire, qui va être impulsée, ou alors pas forcément, et ça va être des réponses qui vont être propres à chaque pays individuellement? Et le deuxième aspect, pareil, vous l'avez évoqué très rapidement et partiellement, vous y avez partiellement répondu, c'est à tout ce qui va être mis en place en fait par rapport à ces besoins éducatifs particuliers. Par rapport à ça, je pensais à des associations comme Agib, que j'avais en tête, qui a été mise en place dans le 93, par rapport à des besoins éducatifs particuliers que l'école avait définis, mais qui n'étaient pas forcément auxquels l'établissement étatique ne pouvait pas forcément répondre, et des associations se sont développées pour accompagner en fait des jeunes dans ce cadre-là. Alors, est-ce que ça, vous arrivez à l'analyser au moins au niveau national et éventuellement au niveau européen? Je sais que c'est très complexe comme question et très large, mais c'est au moins ça qui m'était venu. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question approchante ou sinon on passera... Enfin, on va faire la réponse puis après on vous redonnera la parole. Oui, mais justement, si c'est pas dans le même thème, vas-y. Puis... Oui, c'est une vaste question, quoi. Parce que ça renvoie à des niveaux différents. Un niveau, me semble-t-il, renvoie aux grilles de lecture ou aux conceptions de la justice qui traversent les politiques européennes. Et je crois que ce qui est très marquant, c'est qu'effectivement, et c'est là où s'est jouée la comparabilité au niveau de l'OCDE, c'est que le principe d'équité traverse, et notamment Rawls, traverse les politiques européennes, et a contribué à faire de l'attribution de ressources, donc de moyens supplémentaires pour permettre à l'école d'être performante et équitable, un vecteur de transformation des systèmes scolaires, notamment le nôtre, où l'égalité républicaine s'est progressivement trouvée interrogée par la question de l'équité. Ça, c'est un niveau, mais qui est vraiment très important. Et bon, par exemple, quand j'ai travaillé dans le programme Helios, donc on est début des années 90, fin de la décennie personnes handicapées, on prépare le traité d'Amsterdam. Il est extrêmement frappant que la plupart des projets jugés pilotes venaient du Royaume-Uni ou de la Scandinavie. Donc, et je crois que ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Alors, et après, c'est ces projets-là qui ont servi de matrice pour les financements européens attribués aux associations, aux porteurs de projets, etc. Une autre dimension qui me paraît extrêmement importante, c'est l'ONU. Avec la Convention des droits de l'enfant de 89. Il ne faut jamais oublier que la loi de 89, la loi Jospin, elle s'articule ou elle s'inspire de la Convention des droits de l'enfant de l'ONU.
Avec la Convention des droits de l'enfant, avec la Convention des droits des personnes handicapées, etc. Enfin, toutes les conventions onusiennes servent de grille de lecture aux institutions européennes. Et si je prends par exemple la Convention des droits des personnes handicapées, qui est la première convention que l'Union européenne a signée, il est extrêmement marquant d'observer que c'est un cadre de référence qui s'impose progressivement à l'ensemble des pays. Mais il s'impose comment? Il s'impose par des modalités de financement. Il s'impose par le soutien à des agences. L'Agence européenne pour l'éducation adaptée et inclusive, et une agence qui a été créée en 1996 en lien avec le traité d'Amsterdam, dans un contexte où l'Union européenne propose de remettre en cause les politiques spécifiques. Et l'agence européenne a largement contribué à un travail d'harmonisation, mais un travail d'harmonisation qui s'est organisé autour de l'association dans le fonctionnement même de l'agence européenne des ministères et des décideurs politiques. Et donc il y a eu une logique d'harmonisation qui a été relativement marquante, et qui a contribué à ce que des politiques aussi différentes que celles qui pouvaient exister entre l'Italie, par exemple, et l'Allemagne, se rapprochent sur un certain nombre de points. Et l'Union européenne, c'est un gouvernement par les normes. Je veux dire, c'est des indicateurs, et puis et avec les indicateurs sont couplés à des financements, et c'est autour de ça que se jouent les dynamiques d'harmonisation. Mais on ne peut pas oublier, si l'OCDE le travail mené par l'OCDE pour construire la comparabilité des choses, et c'est autour du principe d'équité. Il y avait encore 2 questions dans la salle, et puis après je reprendrai le fil du chat, sachant que j'ai accès à certaines questions qu'on ne voit pas encore à l'écran. C'est les mystères de la technologie. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ahmad Mohamed Sofiane, je suis étudiant en sociologie. Du coup, ma question, c'est un peu vaste, mais je vais essayer de la formuler, on va dire, de façon claire. Vous avez évoqué le besoin d'éducatif particulier par rapport aux institutions scolaires, dans le cadre scolaire. On parle aussi il y a certaines institutions, des écoles plus spécialisées. Vous avez parlé tout à l'heure de l'autisme, mais on peut parler aussi des écoles, je ne sais pas si vous connaissez, comme Institut Ninja. C'est des écoles spécialisées pour les non-voyants. Du coup, je me demandais dans quel champ s'inscrit ce genre d'institution par rapport à cette politique d'éducation, de besoins éducatifs particuliers, et la position de l'État vis-à-vis ces 2 institutions. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux répondre? Alors, c'est une question qui est fort intéressante, parce que ces institutions spécialisées s'adressent à des personnes éligibles au titre de la loi de 2005, fondamentalement. Et donc, elles relèvent du champ traditionnel du handicap. Et en même temps, c'est des institutions dont la légitimité est en train d'être reconfigurée autour de la prise en considération du besoin éducatif particulier. C'est-à-dire la prise en compte du besoin éducatif particulier des élèves, c'est-à-dire cette dissociation entre présenter un trouble visuel et les apprentissages. C'est ce à travers quoi ces établissements spécialisés vont pouvoir se positionner comme des espaces ressources pour l'institution scolaire. C'est-à-dire,
des institutions à travers lesquelles on va pouvoir soutenir les enseignants d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue pratique, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, à la différence d'autres pays, le spécialisé inclut très peu de personnes formées en pédagogie, hormis dans des institutions qui accueillent des personnes malvoyantes, des institutions qui accueillent des personnes présentant un trouble auditif, ce qui fait qu'une des raisons pour lesquelles on est encore en France, à la différence d'autres pays, dans ce cloisonnement entre en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers, c'est que les enseignants n'ont pas toujours les interlocuteurs leur permettant d'appréhender la particularité des élèves sur le mode pédagogique ou sur le mode scolaire. Et c'est là que se jouent, me semble-t-il, les nouvelles légitimités de ces établissements-là, notamment du fait du financement Séraphin, PH, puisqu'on réorganise le financement. Alors, il y a une double dynamique qui s'est jouée là. Il y a une dynamique qui consiste à dissocier la légitimité des établissements spécialisés d'un type de déficience. Auparavant, c'était déficience intellectuelle ou autre, etc. Donc, il y a cette dissociation qui fait que des établissements qui accueillaient des personnes présentant une déficience intellectuelle peuvent accueillir des personnes présentant des différences plurielles. Et il y a une redéfinition des modalités de financement qui s'organise non plus autour d'un taux d'incapacité ou autre, mais autour des formes de participation sociale soutenues. Bon, par exemple, Séraphin PH alloue des financements au regard de la participation des personnes au processus. Et si on prend la question de la scolarité, c'est la participation de l'élève au processus scolaire, avec ce que cela peut inclure, à savoir les résultats scolaires, etc. Bonjour, Benjamin Moignard, Université de Cergy. Merci beaucoup pour ce numéro et puis cette présentation. Je suis très heureux d'être dans une salle avec des vrais visages, je précise. Une question courte sur une question un peu vaste. Serge, vous parlez régulièrement dans vos écrits de la notion, et vous l'avez évoqué là, de l'école postdisciplinaire ou de l'école capacitaire, qui renvoie à une notion, je trouve, vraiment très pertinente par rapport à cet enjeu de recontextualiser cette question des besoins éducatifs particuliers dans des mouvements de massification et de démocratisation qui sont assez profonds, assez constants aussi. Pour autant, je me demandais si derrière cette notion, on n'avait pas un biais qui finalement était très performant sur des écoles plutôt implantées dans des milieux populaires, ou bien sur la gestion de l'accessibilité point de vue handicap, que sur des milieux scolaires plus favorisés, voire très favorisés, où finalement cette question de l'individuation, du dépassement des registres disciplinaires est peut-être pas tout à fait d'actualité quand on sait que la force de ces milieux-là est plutôt de construire de la norme, du collectif, de rester sur des registres assez, pour le dire très très vite, traditionnels de la forme scolaire. Et si finalement cet avènement d'une école capacitaire signalait pas un creusement encore des inégalités au sein de l'école, dans l'avènement dans certains milieux de cette reconnaissance des besoins éducatifs particuliers, et dans d'autres, au contraire, la persistance de cette construction de normes largement partagées du point de vue traditionnel. Et du coup, ça m'a amené à me demander si, de votre point de vue, il y avait finalement ou pas un individualisme qui était ou non propice à la réussite scolaire.
parce que c'est quand même ce qu'on a un petit peu en arrière-plan, et beaucoup d'articles y font référence du numéro, sur cet effet que les besoins éducatifs particuliers sont présentés comme étant susceptibles de permettre une meilleure performance scolaire. Alors que cette prise en compte individuelle, ce postulat-là, est quand même un postulat qu'on pourrait largement interroger. Est-ce que c'est pas justement le rôle de l'école, non pas de faire de l'individuel, ou Schex dirait du préceptorat généralisé, mais plutôt de construire du collectif? Et est-ce que c'est pas quelque chose que les établissements favorisés réussissent beaucoup mieux que les autres? C'est pour moi. Non, mais c'est là que la notion de besoin éducatif particulier est très intéressante, me semble-t-il, parce que la manière dont on s'en saisit ne s'organise pas autour des mêmes registres. C'est-à-dire que certains travaux suggèrent que dans les établissements accueillant les populations les plus favorisées, la notion de besoin éducatif particulier est mobilisée autour de la notion de talent. Ce qu'il s'agit, à travers le besoin éducatif particulier, et c'est là que le texte sur l'excellence est extrêmement intéressant, à travers le besoin éducatif particulier, on va soutenir les élèves dans leur talent. Mais ce qui ne signifie pas fondamentalement un changement de la forme scolaire, puisque on se rend compte que l'individualisation est synonyme d'un préceptorat, j'ai presque envie de dire, qui oblige les élèves à travailler plus et les enseignants à être plus proches de la figure du tutorat qu'autre chose. Alors que dans les milieux populaires, la notion de besoin éducatif particulier relève moins de la gestion des talents à proprement parler que de la gestion de problèmes sociaux et notamment des dynamiques de sous-traitance, parce que quand on parle d'accessibilité, on la décline au singulier, alors que dans le livre là, sur l'accessibilité ou la réinvention de l'école, on montre qu'il y a différentes acceptions de l'accessibilité. C'est-à-dire que l'accessibilité peut très bien s'organiser autour d'une logique délégataire. C'est-à-dire qu'on délègue à des enseignants spécialisés, on délègue à des établissements spécialisés la responsabilité. Ça peut aussi s'organiser ce qu'on appelait une logique corrective, quoi. L'accessibilité peut aussi, et c'est ce qui se joue dans les PPRE en fait, autour d'une logique intégrée. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à soutenir un élève à proprement parler, on cherche à soutenir les établissements, dans la résolution d'un problème. Et donc là, et c'est ce qu'on observe avec les PPRE, les PAP, etc., parce que les élèves qui ont un plan d'accompagnement personnalisé, ils sont peut-être médicalisés, mais l'organisation de la personnalisation relève de la responsabilité de l'établissement. Il ne relève pas de tiers à l'établissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer dans l'ensemble des pays. Et puis, il y a une conception plus universelle de l'accessibilité qui, elle, s'organise autour de la prise en compte des plus défavorisés d'entrée de jeu pour optimiser les meilleurs. Enfin, pour optimiser la totalité. C'est ce qui fait que cette notion d'accessibilité renvoie à 3 enjeux différents. Premièrement, prendre les plus faibles pour permettre au plus grand nombre de réussir. C'est ce qu'on observe dans certain nombre de pays, dans pas mal de pays scandinaves, me semble-t-il, quoi. Prendre en considération les vulnérabilités qui sont synonymes de non-recours au droit, d'une certaine manière. Et ces dispositifs, c'est le nombre de dispositifs qui se sont développés. Et puis, ce que j'appelle une acception corrective de l'accessibilité, où il s'agit de répondre a posteriori à un problème que l'école ne peut pas résoudre.
Mais c'est vrai que dans la conception, il y a un usage social du besoin éducatif particulier qui peut être extrêmement élitiste et qui explique que certaines couches sociales, et je pense notamment à ce qu'on observe, développent des véritables stratégies d'évitement. Stratégies d'évitement qui visent à cibler les établissements qui revendiquent, qui font de la personnalisation le moyen de gérer les talents et soutenir, etc., et qui offrent des garanties et qui renforcent du coup les disparités sociales, mais par-delà les disparités sociales, c'est le risque de déliaison qui est extrêmement marqué, me semble-t-il. Et c'est là que la confusion entre élèves en situation de handicap et BEP est extrêmement préjudiciable, parce que ça ne permet pas de penser les usages sociaux. Que font les chefs d'établissement, que font les acteurs de l'école, d'une certaine manière. Parce qu'il y a une autre dimension qui me paraît importante, dont on n'a pas encore parlé, c'est que derrière la notion de besoin éducatif particulier, il y a une légitimation scientifique. Et il y a une légitimation scientifique qui s'appuie notamment sur la psychologie cognitive et les neurosciences. Et les neurosciences et la psychologie cognitive ont contribué depuis le début des années 80 à remettre en cause ce qui fondait le handicap par rapport à d'autres catégories, c'est l'opposition capable-incapable. Si les dispositifs de réadaptation, si les établissements spécialisés ont pu être légitimés, etc., c'est parce que la démocratisation du système scolaire s'est structurée autour de l'opposition capable-incapable, qu'a renforcé Binet, Simon, etc. Or, les sciences cognitives, les neurosciences remettent en cause cette opposition au profit d'une autre distinction qui est typique, atypique. On ne parle plus, quand on dit que tout élève est à besoin éducatif particulier, ce que l'on dit finalement, c'est que tout élève peut avoir un niveau d'incomplétude nécessitant la mobilisation de moyens supplémentaires, humains, etc., nécessaires à sa réussite. Et à partir du moment où on remet en cause l'opposition capable-incapable, la question n'est plus de savoir si la personne a un problème médical ou pas. La question est d'identifier les référentiels normatifs autour desquels se joue cette incomplétude. Et c'est là que le poids des codes du théâtre scolaire fonctionne de manière extrêmement puissante. Et c'est pour ça que j'ai suggéré le concept d'importunité, je reprends le concept d'importunité que développe Goffman pour dire qu'on peut aisément dire que la déficience ne pose pas souci, parce que les nouvelles grilles de lecture de la justice sociale, etc., situent, et notamment la remise en cause de l'opposition capable-incapable, situent les problèmes que posent les élèves dans leur niveau d'importunité, c'est-à-dire ce qui leur interdit d'être performants et équitables. À partir du moment où l'on dit qu'on fait de l'efficacité un principe de justice, tout élève est à risque. Et quand on dit que tout élève est à besoin éducatif particulier potentiellement, ça veut dire que tout élève est à risque, indépendamment d'une particularité médicale ou pas. Merci beaucoup Serge. Alors je vais juste reprendre le fil des notes que j'ai prises, des questions qui ont été posées. Il y avait une question sur la responsabilité, justement, pour continuer, des sciences sociales, qui déconstruisent pas toujours les catégories, qui parfois se les réapproprient, des catégories qui sont imposées ou posées par les administrations ou posées par les institutions. Et qu'est-ce que ça vient, en fait, produire sur les jeunes ou sur les enfants ou sur les élèves, mais qu'est-ce que ça produit aussi sur les professionnels et comment ça peut participer aussi à distinguer les élèves en situation de BEP identifiés comme tels des autres et à participer finalement aux distinctions.
Il y avait plusieurs questions sur les inégalités sociales et cette question des besoins éducatifs particuliers et comment en fait elles se croisent, ces deux questions-là, notamment sur les processus de stigmatisation, de catégorisation, d'identification de sous-population en fait parmi la population majoritaire. Et comment en fait cette question des inégalités sociales, elle a l'air en tout cas peu questionnée ou plus rarement questionnée quand il s'agit de travailler la question des besoins éducatifs particuliers. Et pourquoi elle est si peu finalement lisible dans les travaux, en tout cas accessibles. Il y a quelques questions sur la spécificité, entre guillemets, je mets plein de guillemets parce que j'ai essayé de synthétiser, mais de la France d'avoir des médecins scolaires qui viennent participer et qui sont sollicités sur les élèves à besoins éducatifs particuliers ou les élèves en situation de besoin de handicap et qui viennent. Est-ce que c'est pas ça aussi qui vient produire la médicalisation et tout le discours qu'il y a autour? Alors, je pense pas que ça soit une question contre la médecine scolaire, bien au contraire, mais de se poser quelle est la place et le rôle de la médecine scolaire sur la construction des catégories et sur son fonctionnement et son identification et son classement dans de la médecine plutôt que dans autre chose en fait. Et puis enfin, il y avait une petite question plus d'éclairage, mais effectivement on l'a pas trop dit, sur combien ça concerne aujourd'hui ces élèves en besoins éducatifs particuliers identifiés comme tels en tout cas par l'éducation nationale. Une question sur est-ce que des alliances, alors je pense que c'est plus pour l'ouverture et la suite et puis on ne pourra pas tout répondre, mais est-ce qu'il y aurait des alliances possibles, des alliances éducatives qui seraient possibles dans l'école autour des enfants et des élèves à besoins éducatifs particuliers, réunissant à la fois les familles, les enseignants, mais aussi les animateurs, les animatrices, les éducateurs, les éducatrices. Enfin voilà, de penser aussi à pas uniquement l'inclusion au sens large, mais l'inclusion réelle sur des lieux. Et puis il y avait la question en fait qui fait un peu écho à ce qu'on a déjà pu dire, mais sur la réponse en termes de politique publique et de politique éducative de la fabrique des besoins éducatifs particuliers et ses liens en fait avec les conséquences sur les moyens à allouer à ces enfants et sur l'individualisation des parcours et cette individualisation qui va faire aussi qu'on va éventuellement moins voir les professionnels qu'on va mettre en face et ou la suppression de certains postes de professionnels qu'on peut mettre à leurs moyens, à leur disposition, venant les aider et tout ça. Donc voilà toute une succession de questions qui, je pense, sur lesquelles vous avez et les unes, les uns et les autres de quoi réagir afin de pouvoir clore cette conférence débat de manière ouverte et éclectique. Alors, sur la question de la construction et de la déconstruction des catégorisations d'action publique, bon, c'est vrai que le travail des sociologues, entre autres, c'est justement de réfléchir à la production de ces catégorisations. Donc nous, en fait, c'est un travail qu'on a essayé de faire à travers ce numéro. Donc le terme de besoin éducatif particulier, il existe. Alors ne jamais le nommer ou le nommer tout le temps avec des tonnes de guillemets, ça n'a plus vraiment de sens. Et c'est vrai que parfois, il y a des contributions peut-être qui ne peuvent pas, faute de temps, puisque vous savez que les productions scientifiques, elles sont aussi paramétrées par des normes et par des formats. Faire à chaque fois un travail d'exhumation un petit peu de tous les rapports sociaux et de toutes les relations sociales qui ont participé à l'édification d'une catégorie d'action publique. Dans les sciences sociales, on a ce réflexe quand même de travailler à une prise de recul, à une grande prudence vis-à-vis de ces catégorisations d'action publique et de penser justement la façon dont elles sont légitimées par les institutions ici éducatives. Après, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui n'ont pas toujours ni le temps, ni la formation pour faire ce travail de déconstruction. C'était un des objectifs de ce dossier aussi, c'était de pouvoir s'adresser à des acteurs du terrain en montrant quelle est la conception notamment de la sociologie, des sciences sociales sur cette question.
Donc après, il faudrait vraiment avoir beaucoup de temps pour répondre à cette question. Je pense que c'est pas parce qu'il y a un terme qui est réutilisé qu'il est forcément approprié par les chercheurs. Enfin, il y a vraiment après à être attentif au travail de définition que vont faire les auteurs et les autrices de la question. Donc il faut un petit peu là aller fouiller un petit peu les textes. Après sur la question des inégalités sociales qui sont passées au second plan quand il s'agit de besoins éducatifs particuliers, ou d'ailleurs ça renvoie aussi à la thématique de la médicalisation de l'échec scolaire. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Pinel et Zafiropoulos parlent de ça dans les années 70 déjà. Oui, les inégalités sociales sont en partie passées sous silence quand il s'agit d'une désignation par le trouble, mais en fait elles ne sont pas non plus inexistantes. Serge vient de proposer un développement fouillé, mais on le trouve aussi chez des catégories supérieures qui vont justement être dans la revendication de la reconnaissance de certaines caractéristiques. On pense notamment par exemple aux populations avec autisme, aux populations qui sont porteuses de dyslexie par exemple, où il va y avoir des mouvements de revendication qui vont être marqués socialement. Donc ces inégalités sociales, elles sont quand même visibles si on les analyse. Après, évidemment, il y a le travail de l'institution et des rites d'institution d'un ordre scolaire, et puis il y a le travail de l'analyse des sciences sociales. Ces deux dimensions qui sont différentes. Et notre travail, c'est aussi d'interpréter, de comprendre le travail de ces modalités instituantes. Après, sur la question des moyens, là c'est une question qui est extrêmement compliquée, parce qu'évidemment il y a un premier niveau de réponse qui est de dire il y a moins de moyens, donc il y a moins de possibilités, d'opportunités de travailler sur le terrain. Mais en fait, cette question, elle vient en poser d'autres qui sont, moi, à mon avis, beaucoup plus intéressantes, qui est la question des savoir-faire, des façons dont on appréhende la diversité scolaire. Par exemple, au prisme des enseignements spécialisés ou des intervenants sociaux dans les quartiers. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'il y a eu une recomposition, notamment des métiers d'enseignants qui interviennent auprès des populations qui sont des populations décrites comme à risque ou comme vulnérables, avec par exemple une baisse du nombre d'enseignants spécialisés auprès de la grande difficulté scolaire, qui avaient ces compétences d'individualisation. Et puis il y a aussi toute une série de questions qui sont posées notamment dans les territoires parisiens, où les métiers de l'enseignement sont complètement recomposés par l'attractivité ou la baisse d'attractivité des métiers, qui font qu'il y a toute une série d'acteurs qui sont des acteurs éducatifs ou des acteurs scolaires qui participent directement à la construction de ces politiques publiques, qui n'ont jamais été formés, professionnalisés à ces questions-là. Et c'est très intéressant d'observer la façon dont eux s'emparent de ce référentiel normatif, et on constate, et je pense qu'il faudrait d'ailleurs développer des travaux sur ces professionnels-là, parce qu'ils sont quelque part les outsiders aussi de ce référentiel normatif, et ils composent, ils bricolent des pratiques et des rites d'institutions quotidiens qui sont tout à fait innovants et originaux. Et donc c'est pas forcément parce que il y a moins de moyens qu'il y a une oppression d'un régime normatif. C'est un petit peu plus compliqué que ça. La réponse à cette question, il faudrait vraiment développer des recherches en ce sens-là. Voilà. Alors après, sur la question des chiffres aujourd'hui, je pense que les chiffres des enfants à besoins éducatifs particuliers, ils sont extrêmement difficiles à donner, puisque en fait, on a des chiffres sur les enfants qui ont des PPS, par exemple. Mais après, on n'a pas du tout de chiffres. On va avoir des chiffres donnés par les associations sur, par exemple, les enfants qui sont dyslexiques, etc.
Mais on n'a pas en France, on comptabilise pas du tout les besoins éducatifs particuliers de la même façon que dans d'autres pays. Donc voilà, vous avez notamment, il y a les données de l'OCDE qui permettent de faire un peu le point. Enfin, toi, tu pourras peut-être donner quelques sources sur ces questions, mais ça fera pas, ça ne complétera pas la question concernant les besoins éducatifs particuliers. C'était juste un complément par rapport à ce que tu viens de dire sur la question des catégories des sciences sociales. Il me semble que c'est quand même pas les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales qui naturalisent le plus les catégories, parce que c'est presque un réflexe pour les sociologues, par exemple, de déconstruire ces catégories. Sauf ce que je voudrais préciser, déconstruire, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais à mon avis, et je le vois dans le dossier, l'enjeu c'est aussi de comprendre en quoi les catégories sont des réponses à un problème qu'il faut reconstruire. Parce que déconstruire c'est facile, je veux pas telle catégorie. Bon, il y en a eu d'autres. On avait fait le même travail sur la notion d'élève en difficulté en France, dans des textes officiels et scientifiques. Sur 20-30 ans, on voyait comment cette catégorie élève en difficulté se développait de plus en plus et comment elle changeait de sens sans arrêt. Mais ce qui est intéressant à faire, c'est, par exemple, c'est ce que aussi fait, on parlait tout à l'heure du travail de Rachel Gasparini, c'est pourquoi on utilise telle ou telle catégorie, ça renvoie à quel problème, et c'est ça aussi le travail sociologique, de reconstruire le problème, et dont la catégorie est une solution, peut-être une mauvaise solution à un problème qu'il faut arriver à comprendre, à reconstruire. Sinon, voilà, c'est une perspective un peu soit dénonciatrice, soit très relativiste, qui est sans doute qu'il faut faire aussi pour débanaliser, dénaturaliser, mais qui est peut-être pas entièrement suffisante. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est parce qu'il y a eu deux questions moi sur l'inégalité, classe sociale, etc. On voit bien quand même, ce sont des grilles de lecture différentes. C'est ça. J'ai essayé tout à l'heure de rappeler un peu les résultats qu'on avait développés sur les politiques d'éducation prioritaire. Sur les politiques d'éducation prioritaire, c'est ça. C'est quand même, quand on dit il y a des âges, il y a des moments, il y a une argumentation en termes d'inégalité sociale qui a baissé dans les préoccupations des politiques éducatives, et le besoin spécifique, l'inclusion, cette idée de les difficultés des individus renverraient à eux-mêmes finalement à quelque chose d'un peu, c'est une conception non seulement individualiste mais au risque d'un essentialisme. C'est comme s'il y avait c'est une conception très germinative du développement de l'enfant. On a des besoins en soi, on a des intérêts, on a des compétences, et finalement la situation scolaire doit permettre de voir éclore ses potentiels, ses talents, tel que. Donc c'est une conception très sélective, très au risque essentialiste. Et ben oui, c'est un discours concurrent, un discours de production d'inégalités, qui peut être aussi essentialiste, mais qui production d'inégalités au sens d'une lecture relationnelle des difficultés scolaires. Comment se construire les inégalités scolaires ? Ce sont des processus complexes, à la fois sociaux et scolaires. Et si on veut continuer à démocratiser les institutions scolaires, il faut s'attaquer à ces processus, il faut les travailler. Et c'est pas dans l'individu que se pose uniquement le problème tel quel. J'ajoute juste un point, parce que donc l'inégalité, les sciences de référence aussi, Serge Ebersol tout à l'heure parlait des neurosciences et des sciences cognitives, ou certaines qui sont là. On voit bien quand même que la sociologie est moins mise en avant aussi aujourd'hui dans l'analyse des difficultés scolaires. Je le vois dans les aspects, dans certains aspects, un aspect que je connais bien, où on a l'impression que tous les enseignements sur les questions d'inclusion sont pris en charge par des collègues en psychologie cognitive et neurosciences. C'est comme si les sociologues n'avaient rien à dire là-dessus. Donc vous voyez bien quand même, il y a un véritable problème, et la réforme en cours n'arrange pas ça, je pense, parce que je veux dire, ce sont des grilles d'analyse. Et moi, mon problème, c'est pas tellement des disciplines différentes, psychologie, parce qu'il y a des psychologies, il y a des sociologies, il y a des anthropologies, mais est-ce qu'on a une lecture relationnelle, dynamique de la production des difficultés scolaires, qui engage une analyse des pratiques, des situations, des formes d'organisation, ou est-ce qu'on pense que c'est l'individu qui en lui-même, on doit l'aider à voir émerger quelque chose qui serait déjà en lui tel quel. Voilà, c'est ça qui est il me semble, le problème. Et la conception individualiste dont on parle tout à l'heure, au risque de l'essentialisme, casse un peu la possibilité de voir, d'analyser, de transformer les pratiques et les processus qui génèrent les réussites comme les difficultés scolaires. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup. Maïtena, tu vas rajouter ? Juste ajouter, je suis complètement d'accord, mais dans cette perspective où il y a quand même une faiblesse de l'analyse sociologique sur une faiblesse de la présence des sociologues, notamment dans
la réflexion des institutions, initiée par les institutions, la réflexion sur elles-mêmes, c'est vrai qu'il y a aussi de notre part, en tant que chercheur, aussi une forme d'homogénéisation forte de la pensée, de la réaction et des façons d'appréhender la question. Et la question des inégalités sociales traditionnelles, elle est quand même très largement représentée. Alors nous, on a essayé dans ce dossier de donner justement une place un peu différente aux micro-scènes des théâtres scolaires, mais c'est pas forcément représentatif de l'état de la recherche actuelle. Voilà. Je crois qu'une des difficultés par rapport à la question des inégalités, c'est que quand on parle d'inégalités à l'heure actuelle, on les rapporte à l'inaccessibilité des instituts, des organisations. On les rapporte plus à la position qu'occupent les individus dans la division du travail social. Quand on dit que le handicap, c'est une restriction de participation sociale, on dit qu'effectivement, les difficultés que rencontrent les gens n'ont plus rien à voir avec la déficience. Et quand on parle de situation de pauvreté, de situation d'exclusion, etc., on événementialise les problèmes sociaux et on ramène les grilles de lecture des inégalités aux dynamiques organisationnelles. Et comme tu disais tout à l'heure, on a une forme individualisée de penser la solidarité, mais derrière ces glissements de perspective, quand on associe les inégalités à l'inaccessibilité, il y a une forme atomisée de penser la société. La société, c'est la somme des actions individuelles, d'une certaine manière. Parce que, et c'est ce qui nous paraissait intéressant dans cette notion de fabrique, et je vais conclure là-dessus, c'est que il y a un vieil article de Pinel sur le système Binet-Simon, et qui montre bien que le Binet-Simon a été un enjeu de lutte pour la psychologie, pour assurer une légitimité dans le champ scientifique. Et il serait intéressant pour les sociologues que nous sommes de nous intéresser sur la manière dont certaines disciplines mobilisent cette notion de besoin éducatif particulier avec les outils qui vont avec, pour légitimer leur position dans le champ scientifique. Ce qui est frappant aussi par rapport à la question des moyens, quand j'ai eu la chance de travailler sur le financement des politiques inclusives sur 16 pays, les moyens n'ont pas baissé, les moyens ont augmenté. Simplement, la rationalité sous-jacente à l'allocation des moyens a changé, au sens où l'allocation des moyens n'est plus rapportée à la particularité d'une personne au regard d'une position défavorisée vis-à-vis du système scolaire. L'allocation des moyens est rapportée à la gestion, à la capacité des établissements scolaires à gérer les talents individuels. Ce qui n'est absolument pas la même chose, puisque cela revient à dire que la lutte contre les inégalités ne s'organise plus autour d'une logique de démocratisation du système scolaire, mais autour de la gestion de la massification du système scolaire. Et là, on est dans une rationalité tout à fait différente, et c'est là que le droit dont il est question, c'est un droit individuel. C'est le droit au droit. Et quand on évalue les besoins, on n'évalue pas des besoins. On évalue la légitimité de la prétention au droit que l'on reconnaît aux personnes. Et c'est là qu'un des enjeux, c'est justement par rapport aux modalités de financement et par rapport aux enjeux qui traversent les champs scientifiques, c'est que nous nous intéressions dans nos analyses à la manière où se produisent, de nouvelles formes de normativité. Et comment ces formes de normativité peuvent être source de stigmatisation, etc. Mais comment ces formes de normativité peuvent aussi être l'occasion de créer des tiers-lieux. Quand on parle de pédagogie collaborative, quand on analyse la manière dont ça fonctionne, on crée des tiers-lieux où se créent de nouvelles normes, de manières de faire, et qui ne renvoient absolument pas
à la médicalisation, etc., mais qui renvoie à ce que tu dis, Daniel, sur la manière dont on traduit un principe général en modalités opératoires à partir desquelles on peut reconfigurer sa légitimité professionnelle et réinventer. Voilà. Et je crois que c'est un des objectifs de ce numéro et de la notion de fabrique, c'est de fournir des pistes de réflexion dans lesquelles on peut creuser. Et puis en espérant qu'on ne sera pas toujours dans le puits de mine et qu'il y aura des petites traverses. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour votre présence. Merci pour vos questions. Effectivement, les dossiers, ça s'arrête jamais. On pourrait encore discuter, imaginer un nouveau dossier de ce dossier. Et c'est bien ça, la stimulation aussi scientifique, la stimulation aussi, des questions et de la manière dont chacune et chacun va avoir d'interpréter, de comprendre et de se saisir de dossiers scientifiques. Donc voilà, mais on voit bien l'intérêt et l'apport des sciences sociales et notamment de la sociologie sur cette fabrique du besoin éducatif particulier. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Daniel, Maïtena et Serge pour cette belle conférence débat hybride de relance du monde des activités presque normales. Et merci à toutes et à tous dans la salle et en ligne. Bonne soirée, bon courage et à bientôt. Merci. Bonne soirée. On n'a plus l'habitude.